Au dîner, mes parents se sont connectés à mon compte avec une fausse pièce d'identité. Je me suis contenté de sourire en sirotant mon vin, ils ne savaient pas que j'avais relié cette connexion à une alarme silencieuse du FBI. Fin de partie. Je m'appelle Manon. J'ai 32 ans, et je n'aurais jamais pensé qu'un simple dîner de famille dans notre petite ville tranquille de la banlieue parisienne me donnerait l'impression d'aller droit au peloton d'exécution. En tant que directrice financière d'une entreprise technologique de taille moyenne, je suis formée pour repérer les risques, la manipulation et les mauvais investissements à des kilomètres à la ronde. Mais rien dans ma carrière professionnelle n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu après le décès de ma grand-mère le mois dernier, me laissant un héritage assez conséquent pour transformer ma propre famille en étranger du jour au lendemain. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents ce soir-là ressemblait moins à un déplacement habituel qu'à une descente aux enfers. Mes mains serraient si fort le volant de ma berline vieille de 7 ans que mes jointures en devenaient blanches. C'était une voiture parfaitement fonctionnelle, payée, fiable. Mais en tournant dans la rue où j'ai grandi, en voyant les pelouses manucurées et les maisons surdimensionnées, j'ai senti cette vague familière de nausée me frapper. Je me suis garé dans l'allée. Juste là, prenant 2 places, se trouvait un SUV de luxe flambant neuf. Il était poli jusqu'à un éclat miroir avec des jantes chromées qui coûtaient probablement plus cher que toute ma garde-robe. C'était la voiture de ma sœur Blanche, ou plutôt la voiture que mes parents payaient pendant que Blanche se cherchait. Elle a 35 ans, 3 ans de plus que moi, et elle se cherche depuis le lycée. Mon estomac s'est noué. Je suis resté assise dans la voiture un instant, juste pour respirer. J'ai mis la main dans ma poche et touché mon téléphone. Il était chaud. J'avais une application d'enregistrement audio qui tournait en arrière-plan. Elle tournait depuis que j'avais quitté mon appartement. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais préparé. J'ai regardé la maison. Elle avait l'air parfaite de l'extérieur, mais je connaissais la pourriture qui se trouvait à l'intérieur. Mon père, Victor, aime jouer au patriarche bienveillant, l'homme qui pourvoit à tout. Ma mère, Sylvie, est la marionnettiste, la femme qui peut vous planter un couteau dans le dos tout en vous serrant dans ses bras et en vous disant qu'elle vous aime. Et puis il y a Blanche, l'enfant chérie, celle qui ne pouvait rien faire de mal, même quand elle mettait le feu à nos vies. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. J'avais l'air fatigué, mais aussi déterminé. Il pensait que je venais pour un dîner de réconciliation. Il pensait que je venais signer des papiers pour aider la famille à surmonter le décès de grand-mère Béatrice. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'entrais là avec une bombe métaphorique attachée à ma poitrine, et j'attendais juste que l'un d'eux allume la mèche. Je suis sorti de la voiture. L'air sentait le jasmin et l'engrais coûteux. Ça sentait mon enfance. Ça sentait le mensonge. J'ai remonté le chemin jusqu'à la porte d'entrée, le gravier crissant sous mes chaussures de travail raisonnables. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai affiché mon meilleur visage neutre, celui que j'utilise dans les négociations en conseil d'administration quand les choses tournent mal, et j'ai sonné. Je ne le savais pas encore, mais c'était la dernière fois que je sonnerais à cette porte en tant que fille. En partant, je serais tout autre chose. Je serais la méchante de leur histoire et l'héroïne de la mienne. Pour comprendre pourquoi j'avais une application d'enregistrement dans ma poche, il faut comprendre la hiérarchie de ma famille. Dans le règne animal, il y a des prédateurs et des proies. Dans ma maison, nous avions l'enfant chéri et la roue de secours. Je me souviens très bien de mon 10e anniversaire. C'est gravé dans ma mémoire comme une marque au fer rouge. J'avais demandé un coffret d'art spécifique pendant des mois. J'étais une enfant calme, toujours en train de dessiner dans les coins, essayant de me rendre invisible. Mes parents me l'avaient effectivement acheté. J'étais aux anges. Je me souviens avoir déchiré le papier cadeau, voyant la boîte en bois avec les crayons de couleur et les pastels. Pendant une brève seconde, je me suis senti vu. Je me suis senti aimé. Puis Blanche, qui avait 13 ans à l'époque, a commencé à pleurer. Elle n'a pas seulement pleuré. Elle a hurlé. Elle s'est jetée sur le tapis du salon et a crié que ce n'était pas juste, qu'elle voulait un coffret d'art, que personne ne l'aimait. C'était une performance digne d'un César. Ma mère, Sylvie, ne lui a pas dit d'arrêter. Elle ne lui a pas dit que c'était mon anniversaire. Au lieu de cela, elle m'a regardé. Je n'oublierai jamais le regard dans ses yeux. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'agacement, comme si c'était moi qui causais le problème en existant simplement et en recevant un cadeau. Manon, ma chérie,
a dit mon père, Victor, s'agenouillant à côté de moi. Regarde ta sœur. Elle est si contrariée. Tu ne veux pas être la raison pour laquelle ta sœur est triste, n'est-ce pas? J'avais 10 ans. Je ne savais pas comment articuler que, si, je me fichais qu'elle soit triste. C'était mon anniversaire. Je les ai juste regardés fixement. Laisse-lui, a dit maman en claquant des doigts. On t'en achètera un autre la semaine prochaine. Sois la plus intelligente, Manon. Ils m'ont pris la boîte en bois des mains. J'ai regardé pendant qu'ils la donnaient à Blanche. Ses larmes se sont arrêtées instantanément. Elle m'a fait un sourire narquois, serrant mon cadeau pendant que mes parents la couvraient de compliments, lui disant qu'elle était une si bonne artiste. Je n'ai jamais eu d'autre coffret d'art. La semaine prochaine n'est jamais arrivée. C'était la dynamique. Blanche était le soleil et nous n'étions que des planètes en orbite autour d'elle, nous consumant pour la garder au chaud. Elle était bruyante, exigeante et imprudente. J'étais calme, studieuse et économe. J'ai appris très tôt que si je voulais quelque chose, je devais le cacher ou Blanche le voudrait. Si je réussissais quelque chose, je devais le minimiser ou Blanche se sentirait mal à propos de ses propres échecs. Mes parents l'ont encouragée à chaque étape. Si elle ratait un examen, c'était la faute du professeur. Si elle n'était pas prise dans l'équipe de Pom-Pom Girls, le coach était partial. Si elle avait besoin d'argent, le chéquier familial était toujours ouvert. Pendant ce temps, je suis devenu l'utilitaire de la famille. La roue de secours, utile pour les corvées, pour les bonnes notes dont on pouvait se vanter auprès des voisins, mais jamais la priorité. J'ai appris à être autonome par nécessité. À 12 ans, je faisais ma propre lessive et préparais mes propres déjeuners parce que maman était trop occupée à conduire Blanche à diverses auditions et entraînements pour des passe-temps qu'elle abandonnerait 2 semaines plus tard. Ce déséquilibre n'était pas seulement une question de favoritisme. C'était une question de survie. J'ai réalisé que dans ma maison, l'amour était une ressource limitée et que Blanche en avait le monopole. Alors, j'ai arrêté de chercher l'amour et j'ai commencé à chercher la sécurité. J'ai commencé à économiser chaque centime que je trouvais sur le trottoir. J'ai commencé à cacher des billets dans des livres évidés. J'ai construit des murs autour de moi, brique par brique, euro par euro. Je ne le savais pas à l'époque, mais je me préparais pour la guerre. À 16 ans, j'avais un plan. J'allais partir. J'allais aller à l'université, obtenir un diplôme dans quelque chose de pratique qui payait bien, et ne plus jamais leur demander un centime. Je voulais un ordinateur portable, pas pour les jeux ou les réseaux sociaux, mais pour les études. Je voulais apprendre le codage et la comptabilité. Je savais que mes parents ne m'en achèteraient pas un. Ils venaient d'acheter une voiture neuve à Blanche pour son 19e anniversaire, même si elle avait raté son premier semestre d'IUT. Alors, j'ai travaillé. J'ai passé tout cet été à tondre des pelouses, à garder des bambins hurlants et à promener des chiens sous une chaleur accablante. J'ai économisé chaque euro. J'avais une grande tirelire en céramique dans mon placard, lourde du poids de ma sueur et de mon labeur. Je tenais un registre de chaque dépôt. J'avais 642 €. C'était une fortune pour moi. Un après-midi de fin août, je suis rentré après avoir promené le Golden Retriever du voisin. J'étais en sueur, fatigué, mais excité parce que j'avais enfin assez pour le modèle que je voulais. Je suis allé directement à mon placard. La tirelire avait disparu. Mon cœur s'est arrêté. J'ai fouillé frénétiquement ma chambre. Peut-être que je l'avais déplacée. Peut-être qu'elle était tombée. Mais au fond de moi, je savais. Le sentiment de malaise dans mon estomac me disait exactement ce qui s'était passé. J'ai dévalé les escaliers. Mes parents étaient dans la cuisine. Ma mère coupait des légumes et mon père lisait le journal. C'était si normal. C'était terrifiant. Où est-elle, ai-je demandé, la voix tremblante. Où est mon argent? Maman n'a même pas levé les yeux de ses carottes. Baisse la voix, Manon. Tu fais une crise d'hystérie. Ma tirelire, ai-je dit, les larmes me piquant les yeux. Elle a disparu. L'avez-vous prise? Papa a plié son journal lentement. Il m'a regardé avec cette expression déçue qu'il réservait pour quand j'étais difficile. Nous n'avons rien pris, Manon. Nous avons utilisé les ressources familiales. Utilisé, ai-je crié. C'était mon argent.
Je l'ai gagné. J'ai travaillé tout l'été. Blanche a eu un accident, a dit maman, me regardant enfin. Son visage était froid, dépourvu de toute culpabilité. Elle a rayé le côté de sa voiture. Elle était contrariée. Elle devait la faire réparer avant son rendez-vous de ce soir. Nous n'avions pas l'argent liquide sous la main, alors nous avons emprunté le tien. Emprunté, ai-je suffoqué. Vous avez cassé ma tirelire. Ce n'est que de l'argent, Manon, a dit papa en agitant la main d'un air dédaigneux. La famille s'entraide. Ta sœur avait besoin d'aide. Tu devrais être contente d'avoir pu contribuer. Pourquoi es-tu si égoïste? Tu n'as pas besoin d'un ordinateur portable tout de suite de toute façon. La bibliothèque du lycée a des ordinateurs. Je suis resté là, abasourdi. Ce n'était pas seulement le vol. C'était la justification. Ils avaient volé des mois de mon dur labeur pour réparer une rayure cosmétique sur une voiture qu'ils lui avaient achetée pour qu'elle puisse aller à un rendez-vous. Mon travail n'avait aucune valeur pour eux. Mes rêves étaient secondaires aux caprices de Blanche. Quand me rembourserez-vous, ai-je demandé, connaissant la réponse. Maman a soupiré comme si je lui demandais un rein. Nous nous en occuperons quand nous nous en occuperons. Arrête d'être si cupide. C'est inconvenant. Ils ne m'ont jamais remboursé, pas un centime. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai réalisé que pour eux, famille signifiait Blanche et Manon signifiait ressources. J'ai arrêté d'économiser de l'argent liquide à la maison. J'ai ouvert un compte en banque le jour de mes 18 ans et je suis passé au tout numérique pour qu'ils ne voient jamais un relevé. J'ai appris que l'intimité financière était la seule intimité que j'aurais jamais. L'abus de mes finances ne s'est pas arrêté quand j'ai quitté la maison. Au contraire, il s'est intensifié parce que j'avais maintenant de l'argent. À 25 ans, je venais de décrocher mon premier poste de cadre junior. Je gagnais un salaire décent pour la première fois de ma vie. J'étais fier. Je construisais mon dossier de crédit de manière obsessionnelle. Je le vérifiais chaque semaine. Un mardi, j'ai reçu une notification. Une dépense de 3000 €. Un complexe de luxe à Saint-Barthélemy. Je me suis figé. J'étais assise dans mon bureau à Lyon, sous la neige. Je n'étais certainement pas à Saint-Barth. J'ai immédiatement appelé la banque. Fraude, leur ai-je dit. Je n'ai pas fait cette dépense. Ils ont enquêté. 2 jours plus tard, le représentant du service des fraudes m'a rappelé. Madame, a-t-il dit, la carte a été utilisée pour une réservation au nom de Blanche Leroy. Et l'adresse de facturation correspond à l'adresse secondaire de votre dossier, la maison de vos parents. Mon sang s'est glacé. Blanche. J'ai appelé mes parents. Je n'ai même pas appelé Blanche. Je savais qu'elle ne répondrait pas. Est-ce que Blanche a volé les informations de ma carte de crédit, ai-je exigé quand mon père a décroché. Il y a eu une pause, puis un soupir. Manon, écoute. Elle ne l'a pas volé. Elle a trouvé un de tes vieux relevés dans le tiroir à bazar quand elle nous a rendu visite. Elle traversait une période difficile. Thomas venait de rompre avec elle à nouveau. Elle avait besoin de s'évader. Elle avait besoin de guérir. Elle a commis une fraude à la carte de crédit, papa, ai-je crié. C'est un délit. Elle a dépensé 3000 € de mon argent pour aller dans un complexe balnéaire. Elle avait l'intention de te rembourser, a dit papa, sa voix prenant ce ton défensif familier. Elle a juste oublié de demander. Je vais porter plainte, ai-je dit. Ma main tremblait, but ma voix était ferme. La banque a besoin d'un dépôt de plainte pour annuler les frais. Tu ne feras rien de tel, a coupé la voix de ma mère depuis une autre ligne. Elle semblait mortelle. Si tu portes plainte, tu donneras un casier judiciaire à ta sœur. Tu vas ruiner sa vie pour des vacances stupides. C'est ça que tu es, Manon? Une sœur qui envoie sa propre sœur en prison. Elle a ruiné mon crédit, ai-je argumenté. Je dois payer mon loyer. Si tu la dénonces, a dit maman, d'une voix lente et basse, tu n'es plus notre fille. Nous te renierons. Nous dirons à tout le monde dans la famille, à toutes les tantes et les cousins, que tu as envoyé ta propre sœur en prison pour quelques euros. Tu seras seul. Je tenais le téléphone, des larmes coulant sur mon visage dans la salle de pause du bureau. Je savais qu'ils étaient sérieux. Ils me peindraient comme la méchante.
Il protégerait Blanche à tout prix. J'avais 25 ans. J'étais encore faible. Je désirais encore leur approbation. Ou du moins, je craignais leur rejet total. D'accord, ai-je murmuré. D'accord, mais elle doit me rembourser. Elle le fera, a dit maman, sa voix devenant instantanément vive et joyeuse. Je m'en assurerai. J'ai payé les 3000 €. Cela a anéanti mon fonds d'urgence. Blanche ne m'a jamais remboursé. Quand je lui en ai parlé à Noël, elle a ri et a dit « Oh mon Dieu, Manon, tu es encore obsédée par ça. Tu gagnes tellement d'argent maintenant. Pourquoi es-tu si radine ?» Ce n'était qu'un voyage. C'était la dernière fois que je leur laissais accès à quoi que ce soit. J'ai verrouillé mon crédit. J'ai changé mes mots de passe, mais j'ai appris une leçon précieuse. Ils n'arrêteraient jamais de prendre. Ils se sentaient en droit de profiter de ma réussite. Dans leur esprit, parce que j'étais la forte, j'existais pour subventionner la faible. C'était un impôt que j'étais né pour payer. Mais cette fois, avec l'héritage de grand-mère Béatrice, l'impôt était trop élevé, et j'avais fini de payer. Grand-mère Béatrice était la seule personne de ma famille qui me voyait. Elle était la mère de ma mère, mais elle ne ressemblait en rien à Sylvie. Béatrice était vive, élégante et possédait une colonne vertébrale en titane. Elle avait bâti un petit empire immobilier dans les années 70 et 80, achetant des duplex quand tout le monde vendait. Pendant que mes parents étaient occupés à adorer le sol sur lequel Blanche marchait, j'allais à vélo chez grand-mère Béatrice. C'était un sanctuaire. Ça sentait la lavande et les vieux livres, pas l'attention et les mensonges. Nous avions un rituel. Chaque dimanche après-midi, nous prenions le thé, du vrai thé dans des tasses en porcelaine, et nous parlions d'argent. Pas de manière cupide, mais de manière pratique. Elle m'a appris les intérêts composés quand j'avais 12 ans. Elle m'a appris les titres de propriété quand j'avais 15 ans. Manon, m'a-t-elle dit une fois, me regardant par-dessus le bord de sa tasse de thé. Ses yeux étaient d'un bleu perçant. Tu es comme moi. Tu as la tête pour les chiffres et un cœur pour la vérité. C'est une combinaison dangereuse dans cette famille. Elle voyait à travers le narcissisme de Sylvie et la faiblesse de Victor. Elle ne le leur a jamais dit ouvertement. Elle était trop polie pour ça. Mais elle me l'a dit à moi. Ta mère s'aime d'abord elle-même, a dit Béatrice. Et elle voit Blanche comme une extension d'elle-même. C'est pourquoi elle la gâte. Toi tu es ta propre personne. Et ça lui fait peur, parce qu'elle ne peut pas te contrôler. Il y a quelques mois, lors d'un de nos dimanches, Béatrice semblait plus pâle que d'habitude. Elle a posé sa tasse d'une main tremblante. Manon, dit-elle doucement. J'ai des nouvelles. Et tu ne dois le dire à personne. Pas à ta mère. Surtout pas à ta sœur. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère, ai-je demandé, sentant une terreur froide. Cancer du pancréas, a-t-elle dit. Stade 4. Les médecins disent qu'il me reste peut-être 3 mois. Mon monde s'est effondré. J'ai commencé à pleurer, attrapant sa main. Elle a serré mes doigts avec une force surprenante. Écoute-moi, a-t-elle commandé. Ne pleure pas encore. Nous avons du travail. Quand je mourrai, les vautours viendront. Ils attendent mon argent depuis des décennies. Sylvie a déjà dépensé son héritage dans sa tête. Blanche pense qu'elle va avoir la maison au bord du lac d'Annecy. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Il te voit comme un distributeur de billets, Manon. Quand je ne serai plus là, le bouclier disparaîtra. Ils viendront te chercher avec tout ce qu'ils ont. Nous devons nous préparer. Que faisons-nous, ai-je demandé, en essuyant mes yeux. Nous protégeons ta liberté, a-t-elle dit. L'argent n'est pas que du papier, ma chérie. C'est le pouvoir de dire non. C'est le pouvoir de partir, et je vais te donner le pouvoir de t'éloigner d'eux pour toujours. Le dernier mois de la vie de grand-mère Béatrice fut une étude de la cupidité humaine. Une fois que la nouvelle de sa maladie s'est répandue, parce qu'elle n'a finalement pas pu cacher le lit d'hôpital dans le salon, ma famille a débarqué. Mais ils ne sont pas venus pour lui tenir la main. Ils ne sont pas venus pour lui lire des histoires ou lui brosser les cheveux comme je le faisais. Ils sont venus repérer le butin. Je me souviens très bien d'un après-midi. Béatrice dormait, sa respiration rauque. J'étais assise dans le fauteuil, travaillant sur mon ordinateur portable,
juste pour veiller. Ma mère et Blanche ont fait irruption. Elles étaient bruyantes, sentant le parfum et la restauration rapide. « Oh, regarde cet endroit », a dit Blanche, se promenant dans le salon, touchant à tout. Idéalement, nous devrions abattre ce mur. Un concept ouvert est bien meilleur pour la revente. Chut, ai-je sifflé. Elle dort. Elle ne peut pas nous entendre, a dit maman d'un air dédaigneux. Elle a ramassé un chandelier en argent, vérifiant le poinçon en dessous. Nous devons commencer à cataloguer, Manon. Tu es doué avec les tableurs. Fais une liste de tout ce qui a de la valeur. Nous ne voulons pas que des choses disparaissent avant que la succession ne soit réglée. L'ironie était suffocante. Les seules personnes qui voleraient quelque chose se tenaient juste devant moi. Blanche s'est approchée du lit. Béatrice a bougé. Elle a ouvert les yeux, l'air fragile et petite. « Salut, grand-mère », a dit Blanche, prenant une fausse voix boudeuse. « Tu as l'air fatiguée. » Puis, sans perdre un instant, elle a montré la bague au doigt de Béatrice. C'était une bague en saphir vintage, la bague de fiançailles de Béatrice de mon grand-père. « Grand-mère, tu te souviens que tu as dit que je pouvais avoir cette bague ? Peut-être que je devrais la prendre maintenant pour la mettre en sécurité, tu sais, pour qu'elle ne se perde pas à l'hôpital ou quelque chose comme ça. » J'ai ressenti une vague de rage si brûlante qu'elle m'a presque aveuglé. Elle demandait la bague du doigt d'une femme mourante. Béatrice a regardé Blanche. Ses yeux, habituellement si vifs, étaient troubles, mais pendant une seconde, la vieille étincelle est revenue. Elle a regardé Blanche avec une déception pure et sans mélange. « Mes doigts sont enflés, ma chérie », a râpé Béatrice. « Elle ne sortira pas. »« On pourrait utiliser du savon », a suggéré Blanche, tendant la main vers elle. « Dehors, ai-je dit. » Ma voix était basse, tremblante. « Pardon ?» Blanche s'est retournée. « Dehors, je me suis levé. »« Sortez de cette pièce, maintenant. »« Tu ne peux pas nous parler comme ça », a claqué maman. « Nous sommes de la famille. »« Elle est en train de mourir, ai-je dit. »« Et vous êtes en train de la dépecer avant même qu'elle ne soit froide. »« Dehors. » J'ai dû avoir l'air terrifiante. Ou peut-être ont-elles simplement réalisé qu'elles avaient poussé le bouchon trop loin, car elles ont soufflé et sont parties, marmonnant que je stressais tout le monde. Je me suis rassise. Béatrice m'a regardé et a serré faiblement ma main. « Documente-le », a-t-elle murmuré. « Écris-le, Manon. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils demandent. Tu en auras besoin. » Alors, je l'ai fait. J'ai ouvert un nouveau fichier sur mon ordinateur portable. Je l'ai daté. Et j'ai écrit, Blanche a tenté de retirer la bague du doigt de grand-mère alors qu'elle était consciente. C'était la première entrée d'un journal très long et très laid. Grand-mère Béatrice est décédée un mardi matin pluvieux. J'étais là. Je lui tenais la main quand le dernier souffle a quitté son corps. C'était paisible. Le silence qui a suivi était lourd, mais il n'était pas effrayant. C'était comme si elle était enfin libre. Ma famille était dans le couloir. Ils se disputaient pour savoir qui aurait la chambre principale de la maison une fois qu'ils l'auraient vendue. Ils n'ont même pas remarqué le silence jusqu'à ce que j'ouvre la porte et leur dise qu'elle était partie. Ma mère a poussé un cri théâtral et s'est effondrée dans les bras de mon père. Blanche a immédiatement pris un selfie avec un visage triste et l'a posté sur Instagram avec la légende « Le paradis a gagné un ange aujourd'hui. RIP, mamie, nos discussions me manqueront. » Elle ne lui avait pas parlé depuis 3 ans, sauf pour demander de l'argent. Les funérailles ont été un flot de fausses condoléances. Mais le véritable événement a eu lieu 2 jours plus tard. Maître Prévost, l'avocat de Béatrice depuis 40 ans, m'a appelé. C'était un homme qui semblait taillé dans le granit, avec des yeux gris glacial qui ne manquaient rien. « Manon », a-t-il dit. « Venez à mon bureau, seul. Ne le dites pas à vos parents. » J'y suis allé. « Le testament est simple », a dit Maître Prévost, faisant glisser un document sur son bureau en acajou. Béatrice savait exactement qui est votre famille. Je l'ai lu. Béatrice avait légué l'ensemble de ses biens, la maison, le portefeuille d'investissement, les comptes en espèces, totalisant plus de 2,5 millions d'euros, à moi, spécifiquement à une fiducie irrévocable nommée la Fiducie Liberté. Avec moi comme seule bénéficiaire et administratrice.
Il n'y avait rien pour Sylvie. Rien pour Blanche. Rien pour Victor. Elle a laissé une lettre pour eux, a dit Prévost. Mais elle m'a demandé d'attendre. Elle voulait que vous ayez une longueur d'avance. Une longueur d'avance sur quoi? Sur la vérité, a dit Prévost. Béatrice a tendu un piège. Légalement, les actifs sont déjà à vous. Ils ont été transférés au moment du décès. Mais la famille ne le sait pas encore. Ils pensent qu'il y aura un processus d'homologation. Ils pensent qu'ils peuvent charmer ou intimider pour obtenir l'argent. Il s'est penché en avant. Nous allons garder la fiducie secrète pendant 90 jours. Nous les laisserons montrer leur vraie couleur. S'ils agissent avec dignité, vous pourrez choisir de les aider. Mais s'ils essaient de voler, s'ils essaient de falsifier, s'ils essaient de prendre ce qui n'est pas à eux, nous serons prêts. Ils essaieront, ai-je dit, sentant une lourde certitude dans ma poitrine. Ils essaieront certainement. Alors laissez-les faire, a dit Prévost d'un air sombre, et quand ils le feront, nous refermerons les mâchoires d'acier de la loi sur eux. Merci d'avoir écouté jusqu'à présent. Si vous appréciez cette histoire et voulez voir comment le piège se referme, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela aide vraiment. Laissez aussi un commentaire ci-dessous en me disant de quelle ville vous regardez. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, retour à l'histoire. 2 mois s'étaient écoulés depuis les funérailles. Le deuil était encore une douleur sourde dans ma poitrine, mais j'avais repris le travail. Je gardais mes distances avec mes parents, répondant à leurs SMS par des réponses d'un seul mot. Ils commençaient à s'impatienter. Ils n'arrêtaient pas de demander quand l'avocat appellerait et quand les actifs seraient débloqués. Je faisais l'idiote. Je ne sais pas, disais-je. Les tribunaux sont lents. Puis, un mardi après-midi, mon téléphone a vibré. C'était une notification du service de protection contre le vol d'identité auquel j'étais abonné. Alerte, tentative de connexion à haut risque détecté. J'ai ouvert l'application. Quelqu'un avait tenté d'accéder à l'un des anciens comptes bancaires de grand-mère Béatrice, un que nous avions déjà fermé et transféré dans la fiducie. Mais voici le clou. La tentative utilisait un document de procuration. J'ai appelé Maître Prévost immédiatement. Avez-vous autorisé quelqu'un à accéder aux anciens comptes? Absolument pas, a-t-il dit. Qui est-ce? Je regarde le journal des adresses IP de l'alerte bancaire, ai-je dit, mes doigts volant sur mon clavier. Je suis une pro de la finance. Je sais comment retrouver des traces. C'est une IP résidentielle située à Haut, vous vous moquez de moi. C'était la maison de mes parents. Ils essaient d'utiliser une procuration, ai-je dit, la voix froide. Mais la procuration de grand-mère a expiré à sa mort. C'est la loi. Correct, a dit Prévost. Et même si elle était en vie, elle ne leur en a jamais donné une. Ce qui signifie qu'ils l'ont falsifié, ai-je terminé. Ils ont falsifié un document légal pour essayer de vider le compte d'une femme décédée. Ils essaient d'accéder à une coquille vide, a dit Prévost. L'argent n'est plus là. Il est dans votre fiducie, mais l'intention est criminelle. Ils tentent un vol qualifié et une fraude électronique. Ils ne savent pas que l'argent a disparu, ai-je réalisé. Ils pensent qu'il est toujours là, attendant d'être pris. Un plan a commencé à se former dans mon esprit. C'était dangereux. C'était mesquin, et c'était absolument nécessaire. Maître Prévost, ai-je dit, et si nous leur laissions croire que la porte est ouverte? Et si nous leur donnions la corde pour se pendre? Qu'avez-vous en tête, Manon? Je veux les prendre en flagrant délit, ai-je dit. Pas juste une tentative de connexion échouée. Je veux une preuve irréfutable. Je veux qu'ils le fassent juste devant moi pour qu'ils ne puissent plus jamais mentir à ce sujet. Le lendemain, j'ai pris une demi-journée de congé et je suis allé au bureau de Maître Prévost. Nous avons eu une réunion avec un expert comptable judiciaire et un spécialiste en cybersécurité de la division des fraudes de la banque. Comme la succession était importante et que nous avions des preuves de tentative de vol d'identité, la banque était disposée à coopérer. Voici la situation, a dit le spécialiste de la sécurité, un dénommé David. Nous pouvons créer un portail factice. C'est un miroir de l'interface bancaire en ligne. Ça a l'air vrai, ça semble vrai, mais c'est un bac à sable. C'est isolé du système bancaire réel. Donc s'il se connecte, ai-je demandé,
que verront-ils? Nous pouvons le programmer pour afficher le solde que vous voulez, a dit David. Nous le lirons à l'ancien numéro de compte qu'ils essaient de pirater. Mettez-le à 2,5 millions d'euros, ai-je dit. Faites en sorte que tout ait l'air d'y être. D'accord. David a tapé sur son ordinateur portable. Et voici le piège. Nous allons mettre en place un fil piège. Si quelqu'un tente de transférer des fonds depuis ce compte factice, spécifiquement un montant supérieur à 10 000 euros, cela déclenche une alarme silencieuse. Où va l'alarme, ai-je demandé. Elle va directement à notre équipe de fraude pour les clients à haut patrimoine, a dit David. Et comme cela implique des virements électroniques et un vol d'identité à travers les lignes bancaires nationales, nous transmettons automatiquement le dossier à la division des cybercrimes de la police judiciaire. C'est un protocole automatisé pour les crimes en cours. Donc, ai-je clarifié, m'assurant de bien comprendre ce qui allait se passer. S'il s'assoit devant un ordinateur, se connecte avec des identifiants falsifiés et clique sur « Transférer », ils envoient essentiellement une confession numérique directement aux autorités. Exactement. Maître Prévost a souri. C'était un sourire de requin. C'est un pot de miel. Et comme vous êtes l'administratrice, vous nous autorisez à surveiller ce compte spécifique pour fraude. C'est une incitation tout à fait légale car ce sont eux qui initient le piratage. Une dernière chose, ai-je dit. J'ai besoin du message d'erreur quand ils cliqueront sur « Transférer ». Je ne veux pas que ça dise juste l'échec. Je veux qu'ils sachent que c'est fini. Nous pouvons personnaliser l'écran de rejet, a dit David. Mettez-le en rouge, ai-je dit. Rouge vif. Et faites-lui dire « Alerte fraude nationale déclenchée ». Adresse IP enregistrée. Autorité notifiée. Brutal, Harry David. J'adore. Nous l'avons mis en place. Le piège était tendu. Maintenant, tout ce dont j'avais besoin était l'appât. Je connaissais ma famille. Il commençait à désespérer. Blanche avait posté des annonces pour vendre ses sacs de créateurs sur le Bon Coin. Les factures de cartes de crédit arrivaient à échéance. Ils n'attendraient pas longtemps. Je devais juste m'assurer d'être là quand ils appuieraient sur la gâchette. Je devais être témoin du moment où leur cupidité les détruirait enfin. 3 jours plus tard, l'appel est arrivé. J'étais à mon bureau en train d'examiner un budget trimestriel quand mon téléphone a sonné. Papa s'est affiché à l'écran. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis recentré et j'ai répondu. Bonjour, Manon, ma chérie. La voix de Victor a retenti. Elle était trop forte, trop joyeuse. C'était la voix d'un vendeur de voitures d'occasion essayant de se débarrasser d'un taco. Comment va ma fille travailleuse? Je vais bien, papa. Qu'y a-t-il? Eh bien, ta mère et moi parlions, a-t-il dit. Nous nous sentons mal de la façon dont les choses se sont passées dernièrement. Avec le décès de grand-mère et tout le monde étant si stressé, nous avons l'impression de nous être éloignés. Je pouvais entendre le script. Je pouvais presque voir Sylvie lui faisant des signes en arrière-plan. Nous voulons organiser un dîner de famille, a-t-il continué, ce vendredi. Juste nous. Maman prépare ses lasagnes. Tu sais que c'est ton plat préféré. Les lasagnes. Le plat de manipulation classique. Chaque fois qu'il voulait quelque chose, de l'argent, une faveur, le pardon, maman faisait des lasagnes. Et, a-t-il ajouté, essayant de paraître décontracté, nous avons trouvé de vieux papiers de grand-mère dans le grenier. Nous pensons qu'ils pourraient être importants pour la succession. Comme tu es doué pour ça, peut-être que tu pourrais apporter ton ordinateur portable et nous aider à les examiner. Juste pour être sûr que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Le voilà. Apporte ton ordinateur portable. Il ne voulait pas seulement dîner. Il voulait mon accès. Ils ne pouvaient probablement pas contourner l'authentification à 2 facteurs sur le compte qu'ils essayaient de pirater sans mon appareil ou mon téléphone à proximité. Ou peut-être voulaient-ils me forcer à signer le faux. Je ne sais pas, papa, ai-je dit, feignant l'hésitation. Je suis assez occupé. S'il te plaît, Manon, sa voix a baissé, devenant suppliante. Pour la famille. Blanche sera là. Elle veut vraiment te voir. Sa petite sœur lui manque. J'ai failli éclater de rire. Blanche me manquait comme un parasite manque à son hôte. Mais c'était ça.
C'était le moment. D'accord, ai-je dit. Je viendrai vendredi à 19h. Parfait, il semblait soulagé. À vendredi alors, ma chérie. Je t'aime. Il a raccroché. J'ai fixé le téléphone. Je t'aime. Les mots semblaient vides, comme un lapin en chocolat creux. J'ai envoyé un SMS à Maître Prévost. Ça se passe vendredi soir. Tenez-vous prêts. J'ai regardé mon ordinateur portable. Je n'apportais pas seulement un ordinateur. J'apportais la hache du bourreau. Et ils allaient poser leur propre tête sur le billot. Le vendredi soir est arrivé avec une tempête. La pluie s'abattait contre mon pare-brise alors que je me garais devant la maison. C'était approprié. Le ciel pleurait pour que je n'aie pas à le faire. Je suis entré, secouant mon parapluie. La maison était chaude et sentait incroyablement bon. Rôti de bœuf, ail, sauce tomate riche. Pendant une fraction de seconde, mon cerveau reptilien a pris le dessus. Foyer. Sécurité. Nourriture. J'ai eu envie de poser mon sac, de serrer ma mère dans mes bras et d'être à nouveau une enfant. J'ai eu envie de croire que le sourire sur le visage de Sylvie en sortant de la cuisine était réel. Manon, s'est-elle exclamée, m'enveloppant dans une étreinte qui sentait le Chanel numéro 5 et le vin blanc. Tu as l'air si mince. Tu manges assez? Je vais bien, maman, ai-je dit en me raidissant. Je n'ai pas rendu l'étreinte. Viens, viens t'asseoir. Victor m'a fait entrer dans la salle à manger. La table était mise avec la belle porcelaine. Les verres à vin en cristal étaient sortis. Ce n'était pas juste un dîner. C'était une production. Blanche était déjà assise. Elle portait une nouvelle robe, probablement achetée avec une application de paiement différé, et faisait défiler son téléphone. Elle a levé les yeux et m'a adressé un sourire serré et prédateur. « Salut Serette », a-t-elle dit. Joli blazer. Très corporate. Ça s'appelle être professionnel, Blanche, ai-je dit en prenant ma place. J'ai posé mon sac à côté de mes pieds. Mon ordinateur portable était à l'intérieur. J'ai vu les yeux de Blanche se diriger vers le sac, puis s'en détourner rapidement. Victor a versé le vin. C'était un cabernet lourd, cher. À la famille, a-t-il porté un toast, levant son verre. À la guérison. À la guérison, a répété maman. À obtenir ce qu'on mérite, a marmonné Blanche dans son verre. J'ai levé mon verre mais n'ai pas bu. Je voulais garder l'esprit clair. Nous avons commencé à manger. Les lasagnes étaient délicieuses. Bien sûr qu'elles l'étaient. C'était le goût de mon enfance. Instrumentalisé. Nous avons bavardé du temps, des voisins, de la fuite dans le toit. C'était atroce. Chaque mot semblait un mensonge. J'attendais que le couperet tombe. Je les observais. J'ai vu les regards échangés entre maman et Blanche. J'ai vu papa vérifier sa montre. Ils étaient nerveux. Ils étaient comme de mauvais acteurs dans un film de braquage attendant le signal. Alors, a dit papa en s'essuyant la bouche avec une serviette en lin. Manon, nous sommes si fiers de ta carrière. Directrice financière, c'est une grosse affaire. Merci, ai-je dit. Tu as toujours été la plus intelligente avec l'argent, a ajouté maman, beurrant un petit pain agressivement. Contrairement à la pauvre Blanche ici. L'économie a été si dure pour ses projets créatifs. Ma boutique aurait marché si l'emplacement n'avait pas été maudit, a claqué Blanche. D'accord, ai-je dit. Alors, papa, tu as mentionné des papiers de grand-mère. Finissons en. Oui. Victor s'est raclé la gorge. Il a attrapé une enveloppe Kraft sous la table. Il l'a posée sur la table comme si c'était une bombe. Nous avons trouvé ça. On dirait, on dirait un document que grand-mère a signé il y a quelques années. Un avenant à son testament. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. C'est parti. Papa a fait glisser le papier sur la nappe. Je l'ai pris. C'était un accord de distribution des actifs familiaux. Il stipulait que tous les actifs liquides de la succession de Béatrice devaient être transférés sur un compte familial joint géré par Sylvie et Victor au profit de tous les petits-enfants à parts égales. J'ai regardé la signature en bas.
C'était un gribouillis tremblant qui ressemblait un peu à celui de grand-mère, mais je connaissais la signature de Béatrice mieux que la mienne. Elle faisait des boucles à ses B d'une manière très spécifique. C'était un faux, un mauvais. Et puis j'ai vu la date. Il était daté de 3 jours avant sa mort. Grand-mère ne pouvait pas tenir un stylo 3 jours avant sa mort, ai-je dit doucement. Elle était dans le coma. Elle avait des moments de lucidité, a dit maman rapidement, sa voix montant d'un ton. Elle était très claire, Manon. Elle voulait s'assurer que Blanche soit prise en charge. Elle savait que tu avais réussi, et elle ne voulait pas que tu aies le fardeau de tout gérer seul. Le fardeau de 2,5 millions d'euros, ai-je demandé. Je pense que je pourrais gérer ce fardeau. Ne sois pas sarcastique, a dit papa, son visage se durcissant. Le fait est que ce document existe. Mais la banque est difficile parce que tu es l'exécutrice testamentaire désignée sur les anciens papiers. Ils ont besoin de ton approbation numérique pour traiter cette nouvelle directive. Donc, a enchaîné Blanche, se penchant en avant. Ses yeux étaient affamés. Nous avons besoin que tu signes, ou que tu nous donnes le code d'accès. Nous pouvons nous occuper du reste. Tu n'as même rien à faire. Vous voulez que j'autorise un transfert basé sur ce faux papier, ai-je demandé. Ce n'est pas un faux. Blanche a frappé sa main sur la table. Mon Dieu, tu es si égoïste. Tu as un appartement, une carrière, un plan de retraite. Je n'ai rien. Grand-mère voulait que j'aie ça. Pourquoi me détestes-tu? Je ne te déteste pas, Blanche, ai-je dit. Je ne te fais juste pas confiance. Manon, la voix de maman est tombée dans ce registre bas et effrayant. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Nous nous sommes sacrifiés pour toi. Vas-tu vraiment accumuler cet argent? Vas-tu voler ta sœur? Je ne vole rien, ai-je dit. Je suis la loi. Et la loi dit que la fiducie m'appartient. La fiducie est une erreur, a crié papa. Elle était vieille. Elle était confuse. Ce papier corrige l'erreur. Je ne le signerai pas, ai-je dit en posant le papier. Et je ne vous donnerai pas l'accès. La pièce est devenue silencieuse. L'air était assez épais pour suffoquer. Puis Sylvie a souri. C'était un sourire terrifiant. Très bien. Si tu ne veux pas nous aider, nous nous aiderons nous-mêmes. Nous avons essayé de faire ça gentiment, Manon. Blanche s'est penchée et a sorti un ordinateur portable de sous sa chaise. Ce n'était pas le mien. C'était le sien. Nous n'avons pas besoin de ta permission, a ricané Blanche. Je me souviens des réponses à tes questions de sécurité. Premier animal de compagnie? Monsieur Moustache. Nom de jeune fille de ta mère? Facile. Et devine quoi? Papa a trouvé ton vieux relevé bancaire dans ta boîte à gants quand tu t'es garé dehors. Nous avons le numéro de compte. Je me suis figé. Ils étaient entrés par effraction dans ma voiture. Pendant que j'étais à l'intérieur en train de manger des lasagnes. C'est illégal, ai-je dit. C'est une violation de domicile. C'est prendre ce qui nous revient, a dit papa. Vas-y, Blanche. Fais-le. J'ai regardé Blanche ouvrir l'ordinateur portable. Elle tapait furieusement. Je me connecte au portail, a-t-elle annoncé. Oh, regarde. Il demande les questions de sécurité. Fait et fait. Elle a levé les yeux vers moi, triomphante. J'y suis. Elle a tourné l'écran de l'ordinateur vers moi. C'était là, le portail factice que David et moi avions construit. Il ressemblait exactement au vrai site de la banque. Et au centre, en gros chiffres gras, il affichait le solde, 2 500 000 €. Oh mon Dieu, a haleté maman. Elle a littéralement mis sa main sur son cœur. Tout est là. Regarde ça, a murmuré papa en se léchant les lèvres. 2,5 millions. Je vous l'avais dit, a claironné Blanche. Je vous avais dit qu'elle le cachait. Petite vipère. Je suis restée assise là, sirotant mon vin. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pouvait l'entendre, mais mes mains étaient stables. C'était ça. Le point de non-retour. Blanche, ai-je dit calmement. Ne fais pas ça. Tais-toi, a-t-elle craché. Tu ne peux pas m'arrêter. Si tu déplaces cet argent,
ai-je dit, c'est un crime fédéral. Tu utilises un document falsifié et des identifiants volés pour transférer des fonds. C'est de la fraude électronique. C'est l'argent de la famille, a crié maman. Ça nous appartient. Vas-y, ma chérie. Transfère-le sur le compte joint. Tout. Assure-toi de laisser 1 euro, a plaisanté nerveusement papa. Pour qu'il ne clôture pas le compte pour les frais. Non, a dit Blanche, je prends tout. Elle a cliqué sur l'onglet et transféré des fonds. Elle a tapé le numéro de leur compte joint. Elle a tapé le montant, 2 500 000 euros. Dernière chance, ai-je dit. Je t'en supplie. Pour ton propre bien. N'appuie pas sur Entrée. Regarde-moi faire, a dit Blanche. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle voulait que je voie sa victoire. Elle voulait me voir briser. Elle a levé son doigt et elle a appuyé sur Entrée. Le temps a semblé ralentir. Le clic de la touche était le son le plus fort dans la pièce. Blanche a souri, attendant la confirmation de succès. Maman tendait déjà la main vers la bouteille de champagne sur le buffet. Papa desserrait sa cravate. Puis l'écran a clignoté. Il n'est pas devenu vert. Il est devenu d'un rouge cramoisi clignotant. Un son de sirène numérique puissant est sorti des haut-parleurs de l'ordinateur portable. David avait ajouté cela pour faire bonne mesure. Du texte est apparu à l'écran en lettres capitales massives. Alerte critique, accès non autorisé détecté. Alerte fraude nationale déclenchée. Adresse IP enregistrée, 192.168.1.45. Division des cybercrimes de la police judiciaire notifiée. Ne quittez pas les lieux. Blanche a crié. Elle a littéralement jeté l'ordinateur portable sur la table. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait? Maman s'est figée avec la bouteille de champagne à la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est rouge? Ça veut dire, ai-je dit en me levant et en lissant ma jupe, que vous venez de tomber dans un pot de miel. Un quoi? A demandé papa, son visage perdant toute couleur. Un piège, ai-je dit. Ce compte n'est pas réel. L'argent a été transféré dans une fiducie irrévocable il y a des mois. Ce portail a été mis en place par la division des fraudes de la banque spécifiquement pour attraper la personne qui n'arrêtait pas d'essayer de pirater la succession. Toi, Blanche a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu nous as piégés. Je ne t'ai pas forcé à appuyer sur le bouton, Blanche, ai-je dit froidement. Je t'ai supplié de ne pas le faire. Tu as fait ça toute seule. Répare ça, a crié maman. Elle a couru et a commencé à marteler le clavier. Annule. Annule. On ne peut pas annuler une alerte nationale, ai-je dit. Au moment où vous avez appuyé sur Entrée, le journal a été envoyé à la police. Ils ont votre adresse IP. Ils ont les frappes de touche. Ils ont la preuve que vous avez utilisé une identité falsifiée pour tenter un vol de plusieurs millions d'euros. Tu dois leur dire que c'était une erreur. Papa m'a attrapé le bras. Sa prise était douloureuse. Manon, appelle-les. Dis-leur que c'était une blague. Nous sommes tes parents. Lâche-moi, ai-je dit. J'ai retiré mon bras. Vous n'étiez pas mes parents quand vous avez volé ma tirelire. Vous n'étiez pas mes parents quand vous avez laissé Blanche voler mon identité. Vous n'étiez que des voleurs qui partageaient mon ADN. Nous allons aller en prison, a gémi Blanche. Je ne peux pas aller en prison. Je suis trop jolie pour la prison. Alors tu n'aurais pas dû commettre un crime, ai-je dit. La pièce a sombré dans le chaos. Blanche pleurait hystériquement. Maman m'insultait, me traitant de tous les noms. Ingrate, froide, diable. Papa faisait les 100 pas, marmonnant pour lui-même, essayant de trouver un mensonge. On dira que tu nous as donné la permission, a dit papa. Oui. On dira que Manon nous a dit de le faire. J'ai un enregistrement, ai-je dit en sortant mon téléphone de ma poche. J'ai tapé sur l'écran et arrêté l'application d'enregistrement. 2 heures d'audio de haute qualité. À partir du moment où je suis entré. J'ai votre aveu de falsification. J'ai votre aveu d'effraction dans ma voiture. J'ai moi-même vous avertissant explicitement de ne pas le faire. Papa s'est affalé sur une chaise. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Pourquoi, a-t-il murmuré. Pourquoi nous ferais-tu ça?
Parce que grand-mère Béatrice me l'a demandé, ai-je dit. Elle voulait savoir si vous m'aimiez moi, ou son argent. Je pense que nous avons notre réponse. Soudain, des lumières bleues et rouges ont clignoté à travers la fenêtre avant. La pluie à l'extérieur était illuminée par l'effet stroboscopique des voitures de police. David ne plaisantait pas sur le temps de réponse. Une fraude bancaire de cette ampleur déclenche un envoi immédiat. Ils sont là, a murmuré Blanche. Elle ressemblait à un fantôme. On a frappé lourdement à la porte d'entrée. Bang. 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 Police. Ouvrez. Maman m'a regardé avec une haine pure. Je n'ai pas de fille, a-t-elle craché. Bien, ai-je dit en ramassant mon sac à main. Parce que je n'ai pas de mère. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. 2 officiers en uniforme et un homme en civil se tenaient là sous la pluie. Nous avons reçu une alarme silencieuse concernant un crime bancaire national à cette adresse, a dit l'homme en civil. Oui, monsieur l'agent, ai-je dit en m'écartant. L'ordinateur portable est sur la table de la salle à manger, et les suspects sont juste à l'intérieur. L'heure suivante fut un tourbillon de justice procédurale. Je me suis assise sur le canapé, calme et recueilli, faisant ma déposition à l'inspecteur. J'ai remis la clé USB contenant l'enregistrement audio. Je leur ai montré le faux que papa avait essayé de me faire signer. De l'autre côté de la pièce, ma famille s'effondrait. Blanche a essayé de jeter la fausse procuration dans les toilettes, mais une policière l'en a empêché. Cela a ajouté l'altération de preuves à sa liste d'accusations. Victor a essayé le numéro du père désemparé, pleurant que c'était un malentendu. Mais les preuves à l'écran, l'alerte qui clignotait encore, étaient impossibles à contester. Sylvie était la plus silencieuse. Elle était assise là, me fixant. Si les regards pouvaient tuer, je serais morte sur le sol. Elle a finalement réalisé qu'elle avait perdu le contrôle. La seule chose qu'un narcissique déteste plus que tout, c'est de perdre le contrôle. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de vol qualifié, fraude électronique et usurpation d'identité. L'officier leur a lu leurs droits. Voir ma sœur se faire menotter était surréaliste. Elle criait que ses poignets lui faisaient mal. Voir mes parents être conduits hors de leur parfaite maison de banlieue, devant les voisins qui s'étaient rassemblés sur le trottoir sous des parapluies, ressemblait à la fin d'une époque. L'inspecteur s'est tourné vers moi. Avez-vous un endroit où rester ce soir, madame? C'est une scène de crime maintenant. Oui, ai-je dit. J'ai ma propre maison. Une maison qu'ils n'ont pas payée. Je suis sorti vers ma voiture. La pluie avait cessé. L'air sentait le propre. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je suis parti. Je n'ai pas regardé la maison en arrière. 6 mois plus tard, les rouages de la justice tournent lentement, mais ils broient extrêmement fin. Mes parents et Blanche n'ont pas été envoyés en prison à vie. Mais ils ne s'en sont pas tirés à bon compte non plus. Parce que c'était une affaire de famille et que l'argent n'avait pas été réellement perdu puisque le compte était vide, le procureur a proposé une négociation de peine. Ils ont plaidé coupables à des accusations moindres de fraude. Les conséquences, cependant, ont été une annihilation financière. Les frais de justice étaient astronomiques. Pour payer leurs avocats, ils ont dû tout liquider. Le SUV de luxe a été saisi. La maison, la belle maison de banlieue, a été saisie par la banque pour couvrir la 2e hypothèque qu'ils avaient secrètement contractée pour financer le style de vie de Blanche. Ils vivent actuellement dans un 2 pièces dans un mauvais quartier de la ville. Papa a perdu son statut au country club. Le cercle social de maman s'est évaporé dès que la nouvelle a fait les gros titres du journal local. Blanche a eu le pire. Parce que c'est elle qui a appuyé sur le bouton, elle a un casier judiciaire. Elle est en probation pour 5 ans. Elle ne peut pas trouver un emploi dans la vente, et encore moins quoi que ce soit lié à la mode. Aux dernières nouvelles, elle travaillait de nuit dans un entrepôt à emballer des boîtes. Je ne les ai pas aidés. Pas avec un centime. La famille élargie, tante, oncle, cousin, a d'abord essayé de me culpabiliser. Comment as-tu pu faire ça à tes parents, ont-ils demandé. Puis je leur ai envoyé le fichier audio. Je leur ai fait entendre Sylvie crier « Transfère tout ». Je leur ai fait entendre papa essayant de me manipuler. Les singes volants sont devenus silencieux. Personne ne m'appelle plus pour me dire d'être la plus intelligente.
J'ai gardé mon travail. J'ai gardé mon appartement. Et j'ai gardé la fiducie de grand-mère Béatrice. Je suis assise sur le balcon d'une nouvelle maison aujourd'hui. C'est un petit cottage en bord de mer, acheté comptant avec l'argent de la fiducie. C'est juste moi, une tasse de thé, et le bruit de l'océan. Je me sens seul parfois. Je ne mentirai pas, il y a des jours fériés où le silence est assourdissant. Je vois des familles se promener sur la plage, se tenant la main, et je ressens une douleur fantôme. La douleur de la famille que j'aurais aimé avoir, pas celle que j'ai eue. Mais ensuite, je me souviens de l'écran rouge. Je me souviens du regard dans les yeux de Blanche quand elle pensait qu'elle volait mon avenir. Et la solitude ressemble moins à un fardeau qu'à la paix. J'ai créé une fondation au nom de grand-mère Béatrice. Elle offre des bourses d'études en littératie financière pour les jeunes femmes qui veulent échapper à des foyers abusifs. Nous leur apprenons à épargner, à investir et à protéger leur crédit. Nous leur apprenons que l'indépendance financière est la seule vraie liberté. Je sors avec quelqu'un de nouveau. Il est gentil. Il a son propre argent. Et quand je lui ai parlé de ma famille, il n'a pas dit « mais ce sont tes parents ». Il m'a tenu la main et a dit « je suis content que tu t'en sois sorti ». Hier, mon téléphone a sonné. C'était un appel en PCV d'un numéro local. Je savais qui c'était. Probablement Blanche cherchant un renflouement ou maman voulant me crier dessus à nouveau. J'ai regardé le téléphone. J'ai pensé à répondre. J'ai pensé à entendre leur voix une dernière fois. Puis j'ai appuyé sur bloquer. Grand-mère Béatrice avait raison. L'argent, c'est le pouvoir de dire non. Et je ne me suis jamais sentie aussi puissante qu'en ce moment. On dit que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais que se passe-t-il quand ce sang est plein de poison? J'ai regardé mes parents et ma sœur détruire leur propre vie en quelques secondes, poussés par la cupidité pour de l'argent qui n'était pas à eux. Une partie de moi ressent un membre fantôme là où ma famille se trouvait. Mais ensuite je regarde mon compte en banque, sûr, sécurisé et purement à moi, et je dors très bien.